Maintenant, j'accueille le vice-amiral d'escadre Pascal Hausseur. Pascal Hausseur, amiral, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Institut FMES, la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, qui est un think tank spécialisé dans les enjeux stratégiques du grand voisinage sud de l'Europe, en particulier l'espace euro-méditerranéen, le Moyen-Orient et l'Afrique. La FMES est également un institut expert dans le domaine des enjeux maritimes globaux. Amiral, vous êtes ancien préfet maritime de la Manche-Mer du Nord, comme l'a rappelé François tout à l'heure, et vous possédez une grande expérience opérationnelle dans les zones de flux maritimes, en particulier en Méditerranée, dans le golfe arabo-persique, l'océan Indien, ces zones qui sont essentielles au commerce maritime mondial, et au commerce mondial tout court d'ailleurs. Amiral, vous avez également occupé des fonctions importantes auprès de 2 ministres de la Défense, mais également à la Direction générale de l'armement et à l'état-major des armées, notamment dans le domaine des relations internationales. Votre analyse va donc éclairer de façon pertinente l'impact des tensions géopolitiques sur la compétitivité et la souveraineté dans votre introduction, votre propos liminaire. Amiral, c'est à vous. Merci Gersand, monsieur le directeur général, cher François, mesdames et messieurs. Je suis ravi d'être là. C'est toujours amusant de se faire introduire par un amiral à distance. Et puis ça ne rajeunit pas parce qu'effectivement, j'ai eu l'amiral Cluzel sous mes ordres sur une frégate de défense aérienne il y a 20 ans maintenant. Et ça me permet de... Je suis tout à fait en ligne avec ce qu'il a dit. Et on m'avait demandé de parler des zones dangereuses dans lesquelles vous allez naviguer. Je parle pour les plus jeunes. Et en fait, à mon avis, la question d'aujourd'hui n'est pas tant une question de zone qu'une question d'époque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... On peut même passer la carte que j'avais préparée, mais que je n'ai pas détaillée plus que ça parce qu'elle est autocompréhensible. Mais le danger sera partout, beaucoup plus fort. Moi, ça fait 45 ans que je suis dans les enjeux stratégiques et les enjeux de défense, notamment en mer. Et je n'ai jamais vu depuis 45 ans autant de tensions, autant de rivalités, autant de compétitions qui dégénèrent instantanément en confrontation et puis après revient en compétition. Enfin, cette espèce de chaos qu'on ressent tous. L'idée force que je voudrais vous faire passer, c'est que ce n'est pas une anomalie, c'est une tendance lourde. Et quand vous aurez mon âge, pour les plus jeunes d'entre vous, bah, vous y serez dans ce monde-là. On est parti pour 50 ans, voilà, au minimum. Pourquoi ? Parce qu'on vit une rupture. On ne vit pas une crise. Moi, je suis de la génération des crises. C'est-à-dire, toute ma vie, j'ai réglé des anomalies, des cas non conformes, mais on savait qu'après, une fois qu'on aurait réglé la crise, on reviendrait à l'état initial. L'état final était plus ou moins le même que l'état initial. Voilà. Donc on était sur une espèce de pente très clairement identifiée, et je vous expliquerai pourquoi. Et puis on avait des sautes, des problèmes qu'on réglait. Aujourd'hui, on ne vit pas une crise. Aujourd'hui, on vit une rupture. Et la différence entre une crise et une rupture, c'est que l'état final, on ne sait pas comment il sera, mais il sera définitivement, fondamentalement différent de l'état initial. Il y aura un avant et un après complètement différents. Et ça change tout intellectuellement. Parce qu'il faut non seulement régler l'anomalie, on est en déséquilibre, rien ne se passe comme prévu, les Houthis tirent des missiles, le réchauffement climatique s'aggrave chaque jour, etc., etc. Mais en plus, on sait qu'on ne reviendra pas en arrière. Donc il faut imaginer un futur possible, et chacun fait ce travail d'imaginer son futur, et vous pouvez être sûr que les futurs possibles sont très différents si vous êtes turc, si vous êtes chinois, si vous êtes américain, si vous êtes européen ou si vous êtes ivoirien. Et il faut imaginer le futur possible, comprendre que les autres ont d'autres futurs, et après élaborer une stratégie pour aboutir le plus proche possible, le plus près possible au futur que vous souhaitez, et éviter ceux que vous ne souhaitez pas. Ça, ce que nos grands-parents faisaient très simplement, parce que c'était leur monde, on a désappris à le faire depuis un demi-siècle, puisqu'on était sur une tendance lourde, permanente. On était, en fait, si je devais simplifier les choses, nous vivons la fin d'une période
qui a commencé il y a 2 siècles, de convergence, une grande convergence vers le modèle européen. En fait, il y a 2 siècles, en Europe, on a inventé la machine à vapeur. Ça a c'est pas tout à fait un hasard, c'est pas un hasard si c'est ici que ça s'est inventé, mais enfin bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et la machine à vapeur a donné la révolution industrielle, une supériorité économique, une supériorité politique, une supériorité militaire, géopolitique, scientifique, culturelle, fondée sur des modèles qui ont été créés ici en Europe, parce que c'était le fruit d'une réflexion philosophique et culturelle extrêmement forte que je ne vais pas détailler, mais dont le moteur de base était l'économie. Et cette grande convergence, avec des hauts, des bas, des tensions, bien sûr, tout ça ne se fait pas comme un fleuve tranquille, cette grande convergence, elle a eu une apothéose après la chute du mur, qui était la dernière confrontation, mais qui est une confrontation intra-européenne, hein, c'était un concept européen contre un autre concept européen. Et depuis 30 ans, en gros, on a eu une espèce d'apogée. Et cette grande convergence, elle était très confortable pour les Européens, parce que nous, on était au centre du jeu. Alors, après, on a appelé cette européanisation du monde, on l'a appelé l'occidentalisation du monde, quand les Européens sont partis aux États-Unis et que ça a fait caisse de résonance, et donc on a dû trouver un mot, et c'était l'Occident. Mais enfin, c'était quand même le logiciel européen. Aujourd'hui, ce logiciel, qui était si confortable pour nous, il est fini. Au lieu d'avoir une grande convergence, on vit une grande divergence, comme un Big Bang. Comme un Big Bang. Et chacun retrouve part dans un sens différent. Et pour nous, Européens, c'est un défi intellectuel majeur. D'abord parce que c'est beaucoup moins confortable, c'est sûr. C'est tellement confortable d'avoir les gens qui nous ralliaient. Alors nous, on pouvait donner des leçons, mettre des bons points, des mauvais points. Et puis c'était aux autres de faire des efforts. Aujourd'hui, c'est très inconfortable, et c'est intellectuellement très inconfortable aussi parce que c'est une grosse blessure narcissique. Les gens ne veulent pas devenir européens. Et le modèle européen ne sera pas le modèle mondial. Et le monde ne sera pas européen. Même les Américains ne sont plus européens. Et c'est d'où la désoccidentalisation et d'où cette espèce d'effroi qui nous touche tous. Et alors, ça a un impact extrêmement fort pour la marine marchande. Parce que, comme je vous l'ai dit, le modèle occidental, qui est donc un modèle européen, qui a 200 ans, donc vous imaginez l'impact énorme en matière de culture, la difficulté que nous avons à penser en dehors de ça, il portait sur le commerce. Et le commerce, vous êtes bien placé pour le savoir, le commerce, c'est la mer. Donc vous étiez au cœur de ce dispositif. Un modèle, je répète, un modèle mondial, homogène, selon nos règles, dont la mer est le vaisseau sanguin, enfin la mer et le commerce sur mer et le cœur, enfin le cœur, pas tout à fait le cœur, mais le système qui irrigue tout ce modèle. Et aujourd'hui, et vous avez compris que je vais détailler un peu parce que ça va impacter complètement votre vie de marin, aujourd'hui, ce modèle explose. On ne sait pas dans quoi. Tout ce qu'on sait, c'est que le centre que nous étions, le logiciel que nous avions fait, il se retrouve quelque part, il existe encore bien sûr, mais il n'est plus au centre du jeu. Que dans un Big Bang, il n'y a plus de centre. Quand je dis ça, on pourrait croire qu'on revient en arrière. Donc, dans ce petit propos introductif, je voudrais quand même préciser, c'est le problème d'un think tank, hein, j'essaye de conceptualiser les choses pour vous donner des idées, des concepts intellectuels pour décrire le monde, avec toutes les imprécisions et la modestie qu'il faut pour ça. Donc, je vous donne pas, je suis pas un gourou, hein, je vous donne des pistes intellectuelles de compréhension du monde. Ça n'est pas un retour en arrière. On ne revient pas au 19e siècle, parce qu'on pourrait se dire, après tout, c'est vrai, début du 19e siècle, grande convergence, aujourd'hui, grande divergence, retour vers le futur, on revient au 19e siècle. Non, pas du tout, parce que quand moi je suis né, on était 3 milliards d'êtres humains sur cette planète. Aujourd'hui, on est plus de 8 milliards. Voilà. En une vie d'homme, on est passé de 3 à 8, sur une planète qui n'a pas bougé. Donc évidemment, les interactions, les interdépendances entre ces 8 milliards d'êtres humains n'ont rien à voir avec celles qui existaient quand je suis né. Rien à voir. Donc on ne reviendra pas en arrière. Autre chose, la planète, elle n'a pas bougé, 8 milliards au lieu de 3 milliards. Évidemment, un gros mot-clé qui revient chaque fois qu'on parle et qu'on réfléchit, c'est le mot rareté. Il n'y en aura pas pour tout le monde. En tout cas, c'est ça qu'il y a dans la tête de tout le monde. Donc, cette espèce de
de grande convergence, tout le monde revient comme nous, gagnant-gagnant, tout ça, c'est terminé. Dans la tête des gens, c'est terminé. Donc vous comprenez que ça rajoute une petite tension à tout ce que je viens de dire. Donc déjà, on est en Big Bang, déjà ça nous met cul par-dessus tête, je parle nous les Européens, et en plus, il y a de la tension partout parce que tout le monde se dit qui va perdre, qui va gagner. Et comme nous, on était au centre du jeu, en haut de la pyramide, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que nous, on va perdre. Et plus ou moins fort. Donc après, vous avez peut-être envie de perdre, je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que ça change complètement le logiciel. Le nouveau chef d'état-major des armées, le général Mandon, il a dit il y a 3 semaines une phrase que je trouve résume assez bien ça. Ça craque de partout. Vous pouvez le voir sur Internet. C'était à la commission de la défense de l'Assemblée nationale. Ça craque de partout. Donc voilà, c'est ma petite introduction de mon introduction. Le sol se dérobe sous nos pieds. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, pas du tout. Ça veut dire simplement que les anciens logiciels sont caducs et que la génération qui est au pouvoir aujourd'hui et celle qui aspire, qui va le devenir, de toute façon, même pas si vous n'aspirez pas, je parle aux plus jeunes, de toute façon, vous aurez les mains sur les manettes un jour ou l'autre, vous commencez à les avoir. Vous avez à réinventer un modèle. Vous avez à réinventer un modèle. Le président Biden disait, du temps encore il avait toute sa tête, il disait on vit une période qui arrive une fois par siècle. Il avait raison. Moi j'ai le même sentiment. On vit un moment, une période qui n'existe qu'une fois par siècle. Donc quelle chance j'ai moi de vivre cette période avant de mourir et quelle chance vous avez vous d'avoir un monde à construire. C'est exactement de ça dont il s'agit. Alors maintenant j'ai essayé pour introduire ce colloque, j'ai essayé d'identifier les grands points qui vont toucher la marine marchande, qui vont vous toucher. J'en ai trouvé 5. Il y en a certainement d'autres, hein, mais le premier impact concret, c'est, et vous allez trouver que c'est logique avec ce que j'ai dit avant, c'est les règles du jeu disparaissent, sont en train de disparaître. Donc toutes les règles du jeu sur lesquelles on a construit notre système, y compris la réglementation, la façon dont on naviguait sur mer, dont on faisait du commerce sur mer, tout ça disparaît. Il n'y a pas de jour, alors ça commence par le droit international, hein, il n'y a pas de jour actuellement où le droit international n'est pas emplafonné, si je puis dire, enfin pour parler de façon triviale, n'est pas enfreint quelque part dans le monde, dans l'indifférence générale. Tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. En fait, on ne cite le droit international que pour embêter celui qui a des fins de géopolitique, pour embêter celui qui l'enfreint. Mais en fait, personne ne croit qu'il va respecter le droit international. Personne. Et je peux vous donner des exemples partout. Alors bien sûr, les exemples les plus connus, c'est dans le droit de la guerre, puisqu'il y a des guerres qui se généralisent partout et que tout le monde se fiche du droit de la guerre, et que c'est même pas une question. Regardez, vous avez des pays qui n'existent pas sur le papier, hein, qui créent des ports, qui négocient avec des grands industriels, alors là, et des grands États. Berbera au Somaliland, voilà, c'est un port qui marche, qui fonctionne, qui gagne beaucoup d'argent, avec des bateaux qui font escale, etc. Avec l'Éthiopie qui veut en faire un port militaire. Bon, alors ça fait hurler les voisins qui ne sont pas d'accord, mais en fait, personne ne se pose la question de savoir, mais est-ce que c'est légal, pas légal? Ce n'est pas la question. Ça n'est pas la question. Le droit international n'existe plus. Le droit international maritime. Moi, je suis de cette génération. Je suis rentré dans la marine en 81. Donc 82, Montego-Bay. Donc moi, j'ai baigné là-dedans. Mais le jour où les Chinois disent la mer de Chine du Sud, c'est ma ZEE, ma zone économique exclusive, ben voilà, on peut faire ce qu'on veut. À La Haye, on peut les condamner. Mais enfin, bon, qu'est-ce que ça change dans la réalité? Qu'est-ce que ça change pour les Chinois? Rien. Rien. Quand les Russes disent, c'était avant la guerre, la mer Noire, la moitié de la mer Noire, c'est une ZEE russe, plus personne n'ose naviguer dedans sans autorisation. Et même quand l'interprétation de la ZEE par les Russes, par les Chinois, par les Turcs, c'est finalement l'interprétation d'une eau territoriale. Et bon, on dit, ah oui, une ZEE, c'est comme une eau territoriale, ça m'appartient,
ça m'appartient. Donc vous pouvez pas, un bateau militaire ne peut pas rentrer dedans et faire des exercices sans me demander l'autorisation. Bon, c'est absolument pas légal, ça n'a rien à voir avec le droit, mais c'est comme ça. Et de facto, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour vous donner un exemple. Des exemples comme ça, vous en avez certainement plein vous-même, puisque vous êtes des praticiens, pour beaucoup de praticiens de la mer, vous vous intéressez à la question. Le droit de la mer, aujourd'hui, tout le monde s'en fiche. Et alors, si on veut aller un peu plus loin, il y a une logique derrière ça, c'est que le droit de la mer, le droit de la mer a été fait par les gens qui utilisaient la mer. Or, il se trouve que les gens qui utilisaient la mer, c'est les gens qui faisaient du commerce, et, rappelez-vous ce que j'ai dit, grande convergence vers le monde européen, le monde du commerce. Et donc, il a été fait par les Hollandais, les Anglais, les Américains, les pays maritimes, les thalassocraties. Or, les puissances montantes aujourd'hui, les puissances révisionnistes, c'est toutes des puissances continentales. La Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran, enfin voilà, les puissances continentales. Et on sait ce que c'est. En France, on est un pays continental, on est un pays de paysans. On n'est pas un pays de marins, on est des pays de paysans. Nous, les paysans, on sait très bien ce que c'est. Quand on voit les choses, un champ, il m'appartient à quelqu'un. Donc je mets des barbelés, et si tu veux traverser mon champ, tu me demandes l'autorisation. C'est comme ça que je vois les choses. Il n'y a pas cette espèce de logique de flux, de copropriété, d'usage libre. Après tout, on s'y retrouve tous. Ça, c'est un truc de marin. Parce que la mer, c'est compliqué de s'approprier la mer. Eh bien, aujourd'hui, les puissances montantes sont des puissances qui ont des logiciels intellectuels continentaux, d'appropriation. Et ils s'approprient la mer. Et ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses sur le quotidien du marin de demain. Peut-être qu'un jour, pour rentrer en mer de Chine, vous demanderez l'autorisation avant de rentrer à Shanghai, un grand centre de coordination maritime de Shanghai. Tout le monde trouvera ça normal. Et puis, il y aura peut-être un impôt, d'ailleurs, vous devrez peut-être payer un petit fees chaque fois que vous passez. Et tout le monde dira, bah oui, c'est la règle, c'est normal, c'est à eux. Hein. C'est comme un champ, on ne rentre pas dans mon champ sans demander l'autorisation du propriétaire du champ. C'est complètement un autre logiciel. On n'a pas construit le commerce maritime pour ça. Peut-être que ça ne sera pas le cas. Peut-être que la Chine va devenir une thalassocratie. Elle va changer son logiciel culturel. Ou peut-être pas. Il y a un troisième facteur d'ailleurs qui rajoute à tout ça, c'est qu'on a aujourd'hui les moyens technologiques de s'approprier la mer. On peut voir beaucoup plus loin, on peut interférer beaucoup plus loin, on peut taper beaucoup plus loin, on peut gagner une bataille navale sans avoir une frégate. Regardez les Houthis, regardez les Ukrainiens. La mer se referme, tout le monde le voit, la mer se referme. La Méditerranée devient un lac. Donc, en creux, d'ailleurs, les grands océans restent les grands espaces de liberté. Bon, mais ça, c'est encore un autre débat moins maritime, moins commercial et plus stratégique pour les militaires. Mais, donc, vous avez en plus les moyens technologiques de vous approprier la mer. Allez sur le site de la FMES et vous verrez qu'on a fait une très grosse étude, il y a maintenant 3 ans déjà, qui s'appelait la territorialisation des espaces maritimes. Elle est en accès libre, vous pouvez la voir. On l'avait faite avant la guerre, avant que les Houthis ferment la mer Rouge. Et on avait dit la mer Rouge peut être fermée par, c'est le Soudan ou les Yéménites. On l'avait déjà dit. Parce que techniquement, c'est faisable. Techniquement, la Turquie peut bloquer la Méditerranée orientale. Hein. Quand les Russes étaient à Tartous, ils pouvaient le faire facilement, techniquement. Après, bon, est-ce qu'on va se battre pour ça ? Après, on rentre dans des conflits. Mais c'est facile, alors que c'était infaisable il y a 50 ans. Voilà. Donc, les règles changent. Et cette territorialisation, pour vous, pour les marins marchands, j'allais dire, pour les usagers de la mer, ça va changer pas mal de choses. La fluidité sera moins forte. Deuxième facteur, il faut que j'aille un peu plus vite, je pense, c'est le retour de la géographie. On était dans un monde, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce livre d'un type qui s'appelait Thomas Friedman, qui était un best-seller, qui a écrit « The World is Flat ». Le monde est plat, dans les fin des années 90. Vous voyez, sur le bouquin, on voyait un espèce de globe en ballon qui s'était dégonflé. Et il commence son bouquin en disant il a un problème avec son ordi, il appelle une hotline, il discute avec un Texan, machin. Et puis au bout d'un moment, il découvre que le Texan est à Bangalore. En fait, évidemment, il n'a jamais mis les pieds au Texas. Il a CNN Texas devant lui, il a l'accent, il sait quelle météo il fait. Il dit il fait chaud, machin, truc. Et il dit mais c'est vrai, on s'en fiche qu'il soit au Texas ou à Bangalore, le monde est plat. Tout ce qu'on demande, c'est quelqu'un qui est compétent, qui est interopérable, qui parle l'anglais, qui peut travailler avec moi. Et la distance n'importe pas, la culture n'importe pas,
la nationalité n'a plus aucun sens. C'est le monde est plat, c'est la grande convergence, l'indifférenciation. L'important, c'est le flux, la compétence, l'interopérabilité. Et puis, on est tous des producteurs, on est tous des consommateurs, on est tous des produits, et finalement, où que nous soyons. Et bien ça, c'est derrière nous. C'est derrière nous. Parce que de nouveau, avec ce Big Bang, l'identité revient, la nation revient, les personnalités, les particularismes reviennent, les intérêts personnels et de groupes humains se différencient les uns des autres. En plus, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc vous avez compris que ça rajoute de l'attention à tout ça. Donc, bien sûr que le monde n'est plus plat. Le monde n'est plus plat. Donc la géographie revient. La géographie physique, d'abord, la distance revient. Ah, pas de chance, vous fabriquez vos masques anti-Covid à l'autre bout de la planète. Ah, bah oui, bah du coup, il n'y en aura plus pour vous, ça mettra plus de temps pour venir. Alors vous en avez besoin tout de suite. Ah oui, mais on va d'abord servir les gens autour de nous, et puis après, on verra si vous en aurez pour vous, etc. Donc la distance intervient. Les intérêts nationaux interviennent. Bon, on l'a vu avec le Covid, mais vous voyez pour tout. Enfin, je n'ai pas besoin de détailler. Et puis on voit avec la mer Rouge, les détroits deviennent importants. Les mers étroites, comme on peut s'approprier la mer, en tout cas jusqu'à une certaine distance, quand tous les flux maritimes près des côtes deviennent vulnérables. Enfin, bon, vous le savez par cœur. On va parler des Houthis 30 fois, je pense, aujourd'hui. Mais les Houthis, ça peut se généraliser partout. Partout. Moi, je vous écris des scénarios extrêmement crédibles où vous avez une grosse partie du système des flux maritimes mondiaux bloqué, ou freiné en tout cas, avec des primes d'assurance considérables qui changent complètement les règles du jeu. Donc la distance, la géographie physique, elle a un impact, évidemment. On l'avait touché un peu du doigt avec la piraterie, mais la piraterie, c'est de la gnognotte à côté de ce qu'on est en train de vivre. Et donc, d'où les questions de reshoring, d'où les questions de changement de flux. Et ça va changer complètement la mondialisation et donc le commerce maritime dont vous êtes les acteurs. Et puis il y a une autre géographie qui est importante, c'est la géographie humaine. Donc contrairement à ce que disait Thomas Friedman dans son bouquin, le type à Bangalore, c'est pas un Texan, il est indien. Et il a son logiciel intellectuel, et il fait partie d'un pays qui lui-même a sa logique, et qui lui-même a ses intérêts, et a sa stratégie. Il va falloir en tenir compte. Donc un Indien, ce n'est pas un Texan. Voilà. Et c'est vrai pour les États, c'est vrai pour les entreprises. Donc quand vous délocalisez votre entreprise, où est-ce que vous la délocalisez ? Est-ce que vous la mettez dans la zone chinoise, qui va plutôt travailler avec la Chine, ou plutôt avec les États-Unis ? Puis quand il y aura une guerre commerciale sur le matériel que vous produisez, ils vont choisir quel camp ? Il y aura 100% de droits de douane d'un côté et 3% de l'autre. Et donc il va falloir repenser ça. Ça aussi, c'est de la géographie. C'est de la géographie humaine, parce que c'est de la géographie de ce qui se passe dans la tête des gens. Ce n'est pas simplement la distance. Le pays peut être à côté de chez vous, mais il sera aligné sur la Chine. Et donc contre les Américains. Et si vous identifiez avec les Américains, vous aurez 100% de droits de douane, ou il refusera de travailler pour vous. Et encore un cran en dessous, c'est les individus. Votre boîte travaille pour une boîte qui travaille pour Israël. Ah, pas de chance, votre directeur financier, lui, il est, je sais pas quoi moi, il est musulman, militant, et il considère que Israël, c'est le diable sur terre. Pas question de travailler pour une boîte qui travaille pour Israël. C'est comme ça, il a le droit, enfin, c'est fait partie du truc. Bon, il est directeur financier, il a toutes les compétences dans le monde. The world is flat. Non, the world is not flat. Et du matin, au mieux, il donne sa démission, il dit « moi, je ne travaille pas pour vous ». Au pire, il vous met un virus, il vous sabote complètement votre comptabilité, et puis votre boîte, elle coule. Vos équipages, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? C'est normal. Dans un monde qui n'est plus homogène, qui n'est plus en convergence, chaque individu a son libre arbitre. Voilà. Bon, vous avez compris le problème. C'est bien parce que j'ai dit le mot Israël, pouf, tout de suite, paf, j'ai senti une attention particulière. On vit dans un monde... Non, mais ça dit beaucoup de choses du monde dans lequel nous vivons. Ça dit beaucoup de choses du monde dans lequel nous vivons. Et ça,
il y a 30 ans, on aurait, je veux dire, ça aurait été, c'était pas le sujet, quoi. Personne n'aurait évoqué ça et sérieusement. Bon, troisième point, la politique l'emporte sur l'économie. C'est un changement de paradigme. Je suis de la génération où chaque année, the economy stupid, hein, comme disait Clinton pour gagner ses élections dans les années 90. C'est l'économie qui drive tout, C'est l'économie qui est leader. Tout le monde s'aligne vers l'économie. D'ailleurs, les militaires eux-mêmes, on nous reprochait, moi vous avez compris que j'étais passé 40 ans dans les armées, on nous disait, soyez plus économistes, soyez plus dans l'économie, faites du contrôle de gestion, machin, truc. Bon. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'économie a repris le pouvoir. Donc tous les États prennent des décisions qui sont absurdes économiquement, mais qui ont un sens stratégique majeur. Il faut le comprendre, sinon on ne comprendra rien au monde. Sinon on dira « Poutine est fou, Trump est un imbécile ». Poutine n'est pas fou, Trump n'est pas un imbécile. Il est brutal, il est complètement échevelé, il est insupportable, et humainement, personnellement, je ne passerai pas mes vacances avec lui. Mais ces gens-là ont une logique. Ça, simplement, ce n'est pas la logique d'avant. Et ça change tout. La géopolitique revient partout, la géoéconomie revient partout, l'arsenalisation, c'est le terme un peu barbare pour dire ça, pour dire la transformation de l'économie en arme, de la finance en arme. Vous pouvez gagner une guerre sans tirer un coup de feu. Les Chinois l'ont très bien théorisé, hein, la guerre hors limite, hein, avec des missiles informationnels, avec des missiles financiers, avec des missiles économiques. Vous coupez toutes les antibiotiques qui sont fabriqués en Asie, en Chine et en Inde, et puis vous tuez la France et l'Europe. Vous mettez la France et l'Europe à genoux en 3 mois. En 3 mois. Et puis dans la souffrance, hein, ça fera plus mal que des bombes qui tomberont sur le Havre. Voilà. L'arsenalisation, on vit là-dedans. Les Américains, c'est important parce que les Américains l'ont très bien compris. Pourquoi Trump tourne la table? Parce que tout ce que je dis là, je pense que s'il était là, il n'aurait pas grand-chose à dire dans l'analyse. Mais vous savez, moi je travaille avec des Irakiens, des Turcs, des Algériens, des Marocains, des Israéliens, des Allemands, des Russes. Tout le monde dit la même chose. Le constat que je dis n'est pas très original, simplement je le précise et puis de façon la plus claire possible. Mais cette vulnérabilité nouvelle, les Américains l'aperçoivent très bien. Et c'est pour ça que les Américains ont décidé qu'ils ne sauveraient pas l'ancien monde. Et donc ils rentrent dans le nouveau jeu. Et nous, alors là, on est complètement paumés, puisque le grand patron qui sauvait notre monde a décidé de quitter le bateau, quoi. Il est parti avec son parachute, on le voit, il a quitté l'avion. Donc il n'y a plus de pilote dans l'avion. Nous, on est passagers derrière, c'est un peu inconfortable. Et ben voilà, il va falloir qu'on passe aux commandes de l'avion et puis qu'on le fasse atterrir. Ou qu'on l'envoie là où il faut. Bon, je pourrais aller plus loin, mais je vais laisser. En tout cas, là, il y a un schisme. Ce schisme américano-européen, cette déseuropéanisation de l'Amérique, c'est un vrai schisme, hein, historique. On ne reviendra pas en arrière. Le successeur de Trump ne sera pas Obama, qui lui-même déjà commençait à faire le schisme. On le voit venir de très longtemps. Enfin, moi, je vous dis, c'est pas une surprise. Ce qui est surprenant, c'est la rapidité, la brutalité, la façon de faire. Mais voilà, c'est pas... Donc ça veut dire quoi pour les marins de la marine marchande? Ça veut dire que comme le politique redevient important, il l'a dit l'amiral Cluzel, le pavillon redevient important, les approvisionnements stratégiques redeviennent importants. Donc on peut dépenser plus d'argent pour avoir une flotte qui permette de garantir la survie du pays et de l'Europe. Oui, ça vaut le coup. Économiquement, ça n'a pas d'intérêt, politiquement, c'est vital. Et les gens, ils vont demander aux politiques d'aller vital. Ils ne vont pas dire « Ah bah, Amazon ne m'amène pas mes médicaments ». Non, non, ils diront « Le gouvernement français n'a pas pris en compte, s'est pas organisé pour m'amener mes médicaments ». Voilà. Et donc, toute l'histoire qui existait il y a 70 ans, mais qui avait disparu dans ce monde convergent, etc., toutes ces histoires de pavillons, de flottes stratégiques, de protection, de coopération militaro-civile, etc., bien sûr qu'elles deviennent essentielles. Essentielles. C'est un autre logiciel, et vous êtes partie prenante de ce logiciel. Avec le retour du politique, et là je vais arrêter vite parce que sinon je voudrais comme laisser quelques heures pour des questions, mais avec le retour du politique, il y a le retour de l'imprévisibilité. Avant, l'imprévisibilité, c'était soit la grande catastrophe, soit l'accident, soit les pays du Sud. Ah, alors les pays du Sud, vous savez, les pays faillis, les rock states, ils pouvaient faire des grosses bêtises parce qu'ils n'avaient pas encore tout compris, les règles du jeu, donc
Donc il faisait des grosses bêtises. Aujourd'hui, c'est plus tout ça. L'imprévisibilité, c'est les gros pays, c'est les gros décideurs, enfin tout le monde, c'est tout le monde en fait. Mais c'est encore plus de poids quand c'est quand c'est Trump ou Xi Jinping ou voilà. Et c'est des acteurs politiques qui font des choix qui sont, comme les règles du jeu changent, eh ben, c'est des choix qui nous surprennent. Et donc ça devient imprévisible. Aujourd'hui, qui peut dire, je parle des antibiotiques, mais qui peut dire que dans les 3 ans qui viennent, on n'aura pas une crise des antibiotiques? Moi, je ne peux pas le dire. Et je pense que si le ministre de la Santé était là, il ne pourrait pas le dire. Il dirait, on prend des précautions, on a des plans. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'espère. Mais aujourd'hui, tout est possible. Tout est possible. Et ça viendra des gros autant, même les impacts forts viendront bien plus des gros que des petits et des États faillis. On se fiche des États faillis, c'est de la gnognotte, c'est des petits trucs. Les pirates, c'est plus le sujet. Est-ce que Suez sera le sujet? Est-ce qu'on pourra passer? Est-ce que définitivement, un jour, on ne pourra plus naviguer en Méditerranée orientale? Ça, c'est un sujet. Ou à moins de passer, parce que les Turcs auront dit, tant que j'ai pas la mer Égée, personne ne passera. Et les Russes diront, vous avez raison. Et les Chinois diront, je suis d'accord. Et qui ira mourir? Et voilà. Est-ce qu'on force le truc ou pas? Voilà, on se posera des questions comme ça. Et du coup, on fera tout le tour. Et tous ceux qui ont fait leur business model sur on passe en mer Égée, on passe à Suez, on gagne 10% de transport et top, et je fais ma petite marge, ceux-là, ils couleront tous. Dernier point. Oui, ça veut dire en conclusion que vous avez compris que toutes les notions clés qui étaient l'efficience, le flux continu, le zéro stock, etc., évidemment, on est pris à revers aujourd'hui. Il faut de la résilience, il faut des plans B, des plans C, il faut perdre un peu d'argent sur le court terme pour être sûr d'être beaucoup plus bon pour prendre les chocs sur le long terme, etc. Ou long terme ou moyen terme, ou demain. Dernier point, la violence, bien sûr, la violence qui se banalise. Le rapport, c'est-à-dire l'emploi de la force. L'emploi de la force. Et non seulement, avant, quand on parlait de terrorisme, on voyait le Limbourg. Voilà, donc, je pense qu'on devait faire sur le Limbourg, là, on devait faire plein de cas pratiques. Vous vous rappelez de ce bateau qui avait été pris par des terroristes. Aujourd'hui, c'est des missiles outils. Mais demain, ça sera des missiles. On ne sait pas qui les lancera d'ailleurs, mais derrière, des missiles russes, chinois ou autres. Voilà, parce que les moyens il l'a dit l'amiral, aujourd'hui les Européens ne sont plus... il a dit les Occidentaux, mais parlons des Européens, parce que arrêtons de dire Occidentaux, les Américains ne vont pas mourir pour nous, ils le disent. Bon. Et même en Europe, les Espagnols ont dit qu'ils ne mourront pas pour l'Ukraine ou l'Estonie. Donc posons-nous la question en tant que Français aussi. Non, je veux dire, il faut voir le monde comme il est. Ça fait de la peine, mais c'est le Premier ministre espagnol qui a dit c'est pas demain que les chars russes seront à Madrid. Il l'a dit comme ça. Il a dit donc moi, ce qui se passe en Estonie, franchement, ça ne me concerne pas. Bon, excusez-moi, scoop. C'est un scoop. En tout cas, c'est pas l'article 5 de l'OTAN. Mais bon, voilà. Enfin, en fait, c'est pas complètement incompatible avec l'article 5 de l'OTAN. Mais voilà, il faut quand même pas prendre nos rêves pour la réalité. Donc la violence se renforce, et avec les soutiens des États, la technologie, et vous marins, les missiles, ça devient une question pour vous, même les missiles balistiques anti-bateaux, franchement, c'est anti-navires, les drones, bien sûr, sous-marins, surface, les mines, ouais, c'est votre réalité. C'est votre réalité. Donc derrière ça, il y a la prise de risque, il y a plein de choses. Donc on vit dans un monde brownien, donc ça veut dire imprévisible, hobbesien, c'est-à-dire beaucoup plus brutal, où chacun défend son beefsteak. Et, excusez-moi, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Je ne dis pas que c'est immoral. Chacun défend son beefsteak. Donc, acceptons-le. Parce que si vous mettez dans les bottes des gens de l'autre côté, vous pouvez le comprendre. Et c'est Darwin, le dernier mot-clé, c'est Darwin, il faut s'adapter. Ce n'est pas le plus fort qui gagnera. C'est même peut-être pas le plus intelligent. C'est celui qui s'adaptera le mieux, le plus vite. Donc on a aussi une affaire de temps, une fenêtre de tir, un kairos. C'est maintenant. C'est pas dans 6 ans, c'est pas dans 10 ans. Dans 10 ans, les choses vont se restabiliser avec des nouveaux rapports de force. Et je peux vous dire que tout le monde, dans le monde entier, a décidé que les Européens, c'est ceux qui allaient payer le plus. Parce qu'ils sont riches, ils sont faibles, ils sont lâches, ils donnent des leçons, voilà. On a une bonne tête de bouc émissaire dans l'affaire. Plus que les Américains, beaucoup plus que les Américains. Voilà, il faut apprendre cette gestion du risque.
il faut réapprendre la solidarité, il faut réapprendre à travailler avec d'autres qui ne pensent pas comme nous, qui ont d'autres intérêts et qui ont quand même, avec qui on va travailler. Donc il y a un énorme défi intellectuel, vous l'avez compris, mais c'est un défi, à mon avis, qui était extrêmement stimulant. C'est un défi que nos grands-parents avaient relevé. C'est le monde dans lequel ils vivaient. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont vécu là-dedans, dans des trucs bien plus difficiles. Et ils ont surmonté des choses beaucoup plus complexes. Et donc derrière, il faudra du courage, il faudra de la solidarité. Mais il faut d'abord bien avoir cette intelligence de comprendre que le monde qui est maintenant le nôtre, ce n'est pas le monde de demain, hein, c'est le monde d'aujourd'hui, n'est pas celui que moi j'ai connu il y a encore 10 ans. Voilà. Et on ne reviendra pas en arrière. Donc sortons de nos canapés, laissez Netflix de côté et commencez à réfléchir et à imaginer des solutions. Et il y en a plein. Parce qu'on peut pleurer en disant « Oh là là, mon Dieu, on aurait été tellement mieux si tout avait continué ». D'abord, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le monde n'allait pas dans la bonne direction. Et je ne veux pas détailler. Mais en plus, ça ne sert à rien de pleurer. Donc il faut chercher, trouver, imaginer, sortir de son canapé intellectuel et trouver des solutions. C'est pour ça que je suis venu avec grand plaisir vous parler. Merci de votre attention. On a un peu de temps pour les questions ? Michel Leluyer, ancien de l'Hydro et réserviste. En tant que réserviste et à l'intention également des futurs réservistes, on sent bien à vous écouter que l'Union européenne est une construction du passé. En tant que réserviste, comment l'attachement, je dirais patriotique, comment se construit-il ? Pourquoi allons-nous, le chef d'état-major de la marine nous parlait du destin de nos fils, éventuellement. Qu'est-ce qu'il faut en penser aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une autre question ? Parce que j'aurais malheureusement qu'un temps de réponse, parce qu'il faut après que je me file à toute vitesse. Docteur Saladin, membre de la Société française des neurosciences. Actuellement, les neurosciences sont en train de donner à l'homme son mode d'emploi qui pourrait lui permettre de sortir des embûches qui mènent l'homme à voir toutes les civilisations qu'il a fait s'effondrer. L'homme a fait 4000 civilisations environ, elles se sont toutes effondrées. Ce qui a changé, c'est la connaissance de ce qu'il y a dans notre cerveau et comment ça fonctionne. Je plante une graine, je n'espère pas beaucoup qu'elle puisse germer, mais je tente l'affaire. S'il y a un jeune étudiant qui voudrait poser une question, il peut. Hein. Ou vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord. C'est comme une question, hein. Ça ne me gêne pas. Bonjour monsieur, merci. C'était absolument passionnant. Yann Alix de la Fondation C'est Facile. Une question. Le secteur privé dans tout ça, 50% de la flotte conteneurisée appartient à 4 armements européens. Les familles grecques continuent d'être les grands propriétaires des flottes de commerce du monde. Est-ce que c'est le monde d'avant ou est-ce qu'on a encore une fenêtre de tir pour que ces gens aussi puissent avoir une influence sur les grandes tendances que vous avez esquissées ? D'accord. Écoutez, alors, première chose que j'ai dit, les futurs possibles, il y en a plein. On est en rupture, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et ça aussi, il faut qu'on le réapprenne parce que depuis 40, 50 ans, en gros, il n'y a pas de question sur le futur. La question était dans le comment. Il n'était pas dans le quoi, il était dans le comment. Aujourd'hui, on ne sait pas le quoi. Donc, bien malin celui qui dit, voilà comment ça va se faire, mais évidemment que, machin. Moi, je ne sais pas. Je crois que c'est un menteur ou un imbécile. Donc, parce que moi, pour le coup, je discute beaucoup avec des think tanks de tous horizons, et chacun a son équation. Tout le monde fait le même constat de ce que je viens de dire, mais après, les futurs possibles, chacun, évidemment, a le meilleur futur pour lui, ou en tout cas celui qui lui semble correspondre le mieux, peut-être pas d'ailleurs à ses intérêts, mais à son logiciel intellectuel. Donc moi, je ne sais pas, je ne lis pas dans le futur, surtout actuellement. En revanche, ce que je sais, c'est que les logiciels passés, il faut les remettre, il faut les passer au crible. Le logiciel européen, moi je suis pas du tout anti. Enfin, je crois que l'Europe est tout à fait pertinente dans un certain nombre de points. Ce que je dis simplement, à mon avis, c'est que si Schuman et Monnet vivaient aujourd'hui, ils ne fabriqueraient pas la même Europe. Pourquoi ? Parce que l'Europe, elle a été construite pour que la France et l'Allemagne arrêtent de se faire la guerre.
Moi, je suis le premier dans ma famille de 3 générations à ne pas avoir été tué. Un des frères n'a pas été tué par un Allemand. C'est la première génération. Bon. Et c'était pour ça qu'on a construit l'Europe. Et donc, je suis l'illustration du succès de l'Union européenne. Je n'ai pas été tué, ni moi, ni mon frère. Quand on était jeunes, on se disait lequel des deux va se faire tuer. On n'a jamais été tué par un Allemand. Donc, ça prouve que l'Union européenne a très bien marché. Mais à l'époque, l'Europe était la reine du monde. La menace était intérieure. Entre Européens, elle n'était pas à l'extérieur, etc. Aujourd'hui, les Européens ne cherchent plus à faire la guerre. Par contre, la menace est extérieure. Nous ne sommes plus les rois du monde, etc., etc. Donc c'est un autre monde. Ça ne veut pas dire du tout que c'est pas parce que les Espagnols ne veulent pas mourir pour les Estoniens que l'Europe n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont nationales, et il y a des choses qui sont européennes, et puis il y a des choses qui sont méditerranéennes, et puis la France est un pays qui a des bouts de France un peu partout, on a un logiciel. Il faut qu'on accepte aussi de travailler et d'avoir des intérêts avec des gens qui sont complètement différents de nous et qui n'ont pas nécessairement envie de prendre notre modèle. Si on ne veut travailler qu'avec notre modèle, on va travailler avec très peu de monde, je vous le garantis. Puisque les gens ne veulent plus, ils couraient derrière notre modèle et maintenant ils ne le font plus. Peut-être par certains aspects reviendront, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment vivre dans un monde avec de l'altérité. Mais pour pouvoir accepter les autres, il faut savoir qui on est soi. Pour pouvoir dire eux, il faut dire nous. Enfin, vous voyez, et pour dire nous, il faut savoir qui on est. Or, nous, Européens, nous, Français, on a essayé de dépasser ça. L'identité, c'était considéré comme un archaïsme. Or, partout aujourd'hui, l'identité revient. Donc, en Côte d'Ivoire, les gens, d'ailleurs, cette question d'identité, je suis sûr qu'en Côte d'Ivoire, ils se la posent aussi. Mais nous sommes ivoiriens, mais en même temps, qu'est-ce que c'est qu'être un Ivoirien? Et il suffit de voir la politique en Côte d'Ivoire pour savoir que c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet partout, partout. Donc, il faut qu'on réponde à ça. C'est pour ça que c'est un énorme défi, c'est pas simplement économique. Alors maintenant, le privé, le public, bien sûr, mais tout n'est pas étatique. On ne va pas transformer la France en la Chine. En Chine, c'est sûr qu'il n'y a pas de privé-privé. Hein. Ils font du business, mais en fait, ils sont aux ordres de Xi Jinping. Ça, c'est sûr. Mais on n'est pas tous obligés de devenir des petits Chinois. En clair, il va falloir qu'on réinvente un modèle qui est le nôtre. Et pour ça, il faut d'ailleurs, à mon avis, on a tout intérêt à s'inspirer de l'ADN européenne. Parce que nos grands-parents n'étaient pas des crétins. Et donc, qu'est-ce qui a fait leur force ? Et après, on ne copiera pas le truc, ce n'est pas un retour vers le passé, il ne suffit pas de copier en disant avant c'était mieux. Non, non, il faut regarder les logiciels, ce qui a bien marché, et essayer de l'adapter au monde d'aujourd'hui. Et de voir ce qu'on est. Parce que finalement, on est les héritiers aussi de siècles et de siècles de réflexion et d'histoire qui a fait d'ailleurs la force de ce continent, et qui a fait cette grande convergence. Mais les choses ne sont pas passées comme prévu, on pourra en parler pendant des heures. Mais si je veux encapsuler, que ce soit les neurosciences, le privé, l'Europe, ce que je veux dire, c'est que l'heure est venue de réfléchir. L'heure est venue de nous poser la question, qui sommes-nous ? Qui sont les autres ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut cohabiter dans cette planète à 8 milliards d'êtres humains de façon la plus intelligente possible, la plus harmonieuse et la plus viable sur le long terme, parce que c'est l'intérêt collectif, et en même temps en préservant notre vision, notre façon de vivre, etc. Enfin, ce qui pour nous est important. Il y a des choses très importantes, il y a des choses qui ne le sont pas du tout. Et arrêtons de nous battre pour des choses pas importantes du tout. Et puis, accepter de vivre avec des gens qui n'ont pas du tout la même façon de vivre que nous, et ni les mêmes objectifs. Et trouvons un modus operandi qui, quelquefois, passera par les rapports de force. Voilà. Merci de votre attention et bon colloque.